En fait, je vais vous parler aujourd'hui des 80 ans de Marvel. On va pas se retaper en 45 minutes 80 ans, parce que pour raconter toute l'histoire de Marvel, il faudrait 80 ans, par la force des choses. Je vais plutôt vous expliquer un petit peu les conditions de sa naissance, et puis aussi ce qui a fait que l'éditeur Marvel devienne une culture mainstream, c'est-à-dire que le grand public finisse par découvrir Marvel, et que la petite graine soit lancée pour que aujourd'hui ça soit à la fois un titan des comics, des jeux vidéo, et puis bien entendu de quelques films au cinéma dont vous avez peut-être entendu parler. Donc si on peut enchaîner, voilà. Et pourquoi 80 ans? Certains fans de comics dans la salle, peut-être au fond, sont en train de se dire, mais en fait, ils pédalent dans la semoule, parce que la vérité, c'est que le premier comics de Marvel est paru en 1939. Et si vous calculez comme moi, ça fait pas tout à fait 80 ans. Mais en fin de compte, il y a des choses un peu bizarres qui sont passées avant. Et les gens qui allaient créer Marvel ont commencé d'abord dans l'édition à d'autres activités, mais qui vont vous sembler très familières, surtout si certains d'entre vous connaissent un petit peu des héros de comics. Donc, si on peut enchaîner sur le suivant. Marvel a commencé avant Marvel. Le futur fondateur de Marvel Comics s'appelle en fait Martin Goodman. C'est le propriétaire de la société, et c'est un inspecteur des ventes, un responsable commercial d'éditeurs, qui voit qu'il y a des bonnes quantités de bouquins qui, dans les années 30, se vendent en termes de littérature populaire. On appellerait ça aujourd'hui la littérature de gare, et encore que je suis moins en moins convaincu qu'il y ait beaucoup de livres qui se vendent de nos jours dans les gares, mais enfin voilà, il y a cette idée-là. Et voyant les chiffres de ces romans, de ces magazines littéraires plus exactement de l'époque, Martin Goodman se dit, bah, je vais faire pareil. Donc il laisse tomber les sociétés pour lesquelles il travaille, puisqu'il sait vendre ses livres. Il suffit finalement qu'il trouve des gens pour lui écrire des livres ou lui revendre des nouvelles qui sont déjà parues à quelques endroits. Et puis il va commencer à vendre ses livres sous des marques différentes. D'ailleurs, j'y reviendrai peut-être au cours de ce parcours, mais Martin Goodman avait une capacité assez particulière à louvoyer, à créer, à éteindre des sociétés. Je crois qu'à un moment, il a eu jusqu'à 27 sociétés parallèles, ce qui lui permettait de dévier certains redressements du fisc ou des choses comme ça. On peut enchaîner avec le suivant. Et donc, pardon, tout va bien. Dès 1936, alors certains d'entre vous connaissent peut-être un personnage qui s'appelle Ka-Zar, qui est une sorte de Tarzan de l'univers Marvel, et qu'on connaît dans les comics, puisque c'est un personnage qui a eu ses propres aventures sous forme de BD dès les années 40, et puis qui est réapparu dans les aventures des X-Men, là aussi des petits personnages pas du tout connus. En fait, dès 1936, le futur éditeur de Marvel commence à publier les aventures de ce personnage-là sous forme de roman. Donc Ka-Zar commence comme un héros de roman, comme une sorte de clone de Tarzan. Je vous ai expliqué tout à l'heure que Martin Goodman regardait les ventes de ce qui se faisait, ce qui marchait bien, et il disait, bah, je vais faire pareil. Donc il y a Tarzan, on invente Ka-Zar, qui est à peu près le même. Alors, pour les fans de comics qui sont parmi vous, Ka-Zar dans les comics, il est en général accompagné d'un tigre à dents de sabre. Rassurez-vous, ça n'existe plus. Vous ne risquez rien en sortant d'ici. Mais dans le roman, c'est un petit peu différent. C'est pratiquement la même histoire que Tarzan. Et pour les fans de comics qui sont vraiment très pointus, vous saurez aussi que le nom de Rand vous inspire quelque chose, parce que c'est le nom de famille de Iron Fist. Et dans ce Ka-Zar de 1936 version roman, le Ka-Zar en question s'appelle David Rand. Donc pour ceux qui veulent imaginer que c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père d'Iron Fist, vous pouvez y aller. Donc ce personnage commence un petit peu à placer le registre des romans de Marvel, parce que Martin Goodman adore quand une marque a déjà été utilisée. Il est convaincu qu'à force, elle rentre dans l'esprit du public. Donc c'est pas tout à fait par hasard si un certain nombre de personnages des romans pré-Marvel vont se retrouver ensuite dans les comics. Si on peut enchaîner. Alors, là, Star Detective, vous allez me dire, mais non, je ne connais aucun super-héros qui s'appelle Star Detective. Oui, mais Star Detective, c'est le nom du magazine. Or, la nouvelle qu'il y a dans ce magazine littéraire, c'est X-Man.
Et alors je vous rassure, c'est pas du tout un mutant. Les G-Men, ce sont les agents du FBI à l'époque, et puisque celui-là est censé être le meilleur des agents fédéraux, on l'appelle le X-Man. C'est le truc de ça. Mais bon, on a déjà une première trace d'un X-Man chez l'ancêtre de Marvel. Et enfin, un autre exemple. La première revue a porté le nom de Marvel, qui est parue en août 1938, et donc là vous comprendrez pourquoi je vous dis que c'est les 80 ans de Marvel. Ce Marvel Science Stories, là aussi Martin Goodman dit voilà, les revues de science-fiction fonctionnent bien. Donc pourquoi ne pas en lancer une? Il demande à un membre de son équipe qui s'appelle Robert Harrisman, qui est assez branché roman de science-fiction, de lancer ce truc-là. Et il se trouve que pour la petite histoire, le premier numéro de Marvel Science Stories contient les aventures de héros de l'espace qui s'appellent les Avengers of Space. Qui n'ont rien à voir avec Iron Man, Thor et compagnie. Ça serait un petit peu plutôt les Gardiens de la Galaxie, mais version 1930. Avec un petit truc, c'est que dans cette nouvelle-là, comme on a recruté un petit peu des auteurs, là où on pouvait les trouver, on a recruté un auteur qui est fan de Lovecraft. Et donc en fait, toutes les aventures se passent dans le système solaire, dans ce roman-là, et tous les Avengers débarquent, puisqu'ils vengent en fait quelqu'un, ils pensent que quelqu'un a détruit la Terre, donc ils vont dans le système solaire pour trouver qui. Et donc chacune des planètes correspond à une créature de Lovecraft en fait. Et même le cerveau qu'on voit dans un bocal sur la couverture vient d'un roman d'horreur. Enfin voilà, c'est une sorte de monstre de Frankenstein. Martin Goodman, adorant répéter les marques, il voit que ce Marvel Science Story marche pas trop mal, et assez rapidement, alors qu'il voit aussi qu'il y a des comic books qui commencent à se développer, va dire c'est pas compliqué, j'ai cette marque de science-fiction qui commence à décoller, sans jeu de mots, on va aussi l'adapter aux comics. Et c'est ce qui va permettre d'ailleurs qu'un an plus tard, il y aura une revue qui s'appellera Marvel Comics, et le Marvel à l'époque c'est exactement le même logo Marvel que vous pouvez voir là, qui va voir apparaître des personnages. Si on peut enchaîner. Donc la transition avec les comics, elle passe aussi par le cinéma. Alors, avec les pixels, on voit pas trop, hein, ça fait un peu jeu vidéo, mais ça c'est toute l'équipe de Marvel Timely en 1942 pour la première de Bambi, qui était réunie au restaurant parce que Marvel publiait non seulement des BD de super-héros, mais publiait aussi ce qu'on appelle des funny animals, c'est-à-dire des gags avec un peu des bestioles semblables à Mickey. Et Martin Goodman se disait, voilà, il y a un gros projet comme Bambi qui sort, allons tous voir ça en équipe, si ce n'est en famille, et puis inspirons-nous de certains dessins, de certains gags qu'on peut trouver là-dedans. Mais là, la photo date de 42 et l'évolution s'est pas faite toute seule, donc si on peut enchaîner. Le premier comic book de Marvel n'a pas été fait par Marvel. C'est-à-dire que c'est un projet complètement indépendant qui vise à dire, voilà, les jeunes vont au cinéma. Le cinéma est une industrie florissante à cette époque-là. Les jeunes vont au cinéma et de la même manière qu'on leur vend des cacahuètes et de la glace, on pourrait très bien leur offrir, leur payer ou leur faire acheter des revues qui leur serviront pendant l'entracte. Et naît un projet de comic book qui serait distribué directement aux jeunes lecteurs de comics dans les cinémas. C'est la couverture que vous pouvez voir. Il est mis au point par ce qu'on appelle un packager de revues. C'est un petit peu l'équivalent des producteurs d'émissions de télé, hein, si vous voulez. C'est pas directement des éditeurs, c'est des gens qui font le contenu d'un magazine et qui essayent après de trouver un éditeur qui voudrait leur acheter. Et eux ont l'idée de faire ce projet-là pour les exploitants de salles. C'est-à-dire, ils vendraient les exemplaires de ce magazine à ce public-là. En fait, ça va être un échec. L'industrie du cinéma ne va pas suivre derrière. Et eux vont se retrouver avec un numéro 2, un numéro 3 qu'ils ont commencé à produire et dont ils ne peuvent plus rien faire. Il se trouve que Martin Goodman, à l'époque, lui, veut aller sur les comics. Et donc, il leur dit, attendez, votre numéro 2, je vais l'acheter. Je vais même vous racheter votre numéro 1 que pratiquement personne n'a vu. Et on va transformer ça en ma nouvelle revue Marvel Comics. Si on peut enchaîner, merci. Donc, Marvel Comics, sur le numéro 1,
n'a pas le même logo que vous avez vu tout à l'heure, mais ça va devenir homogène après. Le premier super-héros vraiment Marvel, c'est la Torche Humaine. C'est-à-dire la créature que vous voyez passer à travers un mur en train de fondre. Ce n'est pas le Human Torch que vous avez pu voir dans les films fantastiques. C'est l'ancêtre de ce personnage-là. Non pas l'ancêtre dans le sens grand-père, arrière-grand-père. C'est le première version de ce personnage. C'est un androïde, ou plutôt un être artificiel, qui a la malchance ou la particularité de s'enflammer spontanément au contact de l'air. En tout cas, c'est la première explication. Et cet être inhumain va être le premier super-héros made in Marvel, donc en 1939. Je crois qu'il va sans doute y avoir un autre panel à un moment qui va apparaître, parce que je voulais vous parler aussi d'un personnage qui s'appelle Namor, et qui est le... On l'a zappé ? On l'a vu avant ? Donc, parce que comme je vois pas toujours dans le dos, le personnage de Namor, c'est l'autre premier héros de Marvel, et qui a la particularité, lui, d'avoir été publié d'abord dans le magazine de cinéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc Namor, c'est un personnage qui a été publié en dehors de Marvel, qui s'est planté, qui a fait un naufrage. Et ce personnage aquatique a été récupéré par le Martin Goodman et ses troupes, et on a réintégré ça dans le premier numéro de Marvel Comics. Il y a des fortes chances d'ailleurs que, parce qu'il possédait déjà un héros aquatique, on se soit dit, on y a déjà l'eau, qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu de complémentaire, allez hop, un personnage qui prend feu, et voilà comment ça s'est passé. Au début, tout le matériel de bande dessinée vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on récupère auprès de ce packageur externe un contenu de bande dessinée qu'on commande et que Martin Goodman prend ou ne prend pas. Alors il y a peut-être, d'ailleurs, on a quelques traces de BD qui ont été proposées à Marvel et qu'il n'a pas accepté, qui sont retrouvées chez d'autres éditeurs. Ou des fois, on retrouve même certaines BD qui ont été acceptées chez Marvel, puis qu'on retrouve quand même chez d'autres éditeurs, redessinées un petit peu avec un masque et une cagoule ou un slip au même endroit, et allez hop. À un moment, quand même, les ventes commencent à décoller, et il se dit que ça serait vachement plus rentable d'avoir une équipe en interne, et donc il va récupérer un jeune de l'époque qui est assez ambitieux, qui s'appelle Joe Simon, qui va devenir le responsable éditorial officieux de Marvel. Et avec Joe Simon arrive chez Marvel un dessinateur qui s'appelle Jack Kirby. Les deux forment un tandem, et ils vont commencer à produire des séries. Alors, ils vont les produire plus vite pratiquement qu'ils peuvent les absorber, et les premiers vont être des espèces de projets sans suite. Par exemple, Red Raven Comics, le numéro 1 sort, on invente un personnage donc, qui s'appelle Red Raven, vous l'aurez compris, qui a vaguement les ailes de Batman, mais qui lui peut voler. Il n'y aura jamais de numéro 2. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas attendre d'avoir les ventes du 1. Normalement, la capacité de production fait que il faudrait au moins sortir le 2, voire le 3, avant de savoir que les ventes du premier ont été mauvaises. Et ça ne va pas se passer. Ils sortent le 1, puis ils passent à autre chose. Tous les premiers mois de présence de Simon et Kirby chez Marvel, c'est ça. Alors, quand je vous dis chez Marvel, il y a tout un petit jeu de puristes là-dessus, parce que bien que la revue s'appelle Marvel Comics, l'entité va changer de nom plein de fois, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, toujours pour des histoires un petit peu de louvoyer entre de l'argent qu'on doit au fisc ou à des imprimeurs. Va y avoir plein de noms différents. En général, dans les années 30-40, les collectionneurs retiennent plutôt le nom de Timely Comics, qui était souvent le nom utilisé. Mais si certains d'entre vous possèdent des rééditions ou voient passer des scans, bien entendu obtenus de manière légale sur Internet, vous verrez qu'en petit, dans les crédits, il y a plein de noms dont vous avez jamais entendu parler. Il y a des Dynamite Comics, des choses comme ça, des News Comics, enfin des choses qui ressemblent pratiquement à des noms d'ailleurs de la concurrence. Et il y a pratiquement une maison d'édition par revue. À cause de cette organisation propre à Martin Goodman. Donc ils vont essayer comme ça de faire des choses un petit peu nébuleuses. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il s'agit surtout de mettre des comics sur les stands et puis pas de s'occuper de fidéliser des lecteurs. Le mois prochain, on inventera autre chose. Ce qui donne un vrai bouillonnement créatif. Et puis... finalement, va y arriver ce que personne n'attendait, c'est-à-dire un succès énorme. Si on peut changer.
qui est Captain America. Alors Captain America, ce n'est pas la photo noir et blanc, c'est le personnage avec le A sur le côté. Et ce personnage-là, c'est un super-héros patriotique qui n'est pas le premier super-héros patriotique des comics, mais qui a la particularité d'être publié sans doute dans les derniers jours de 1940. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas encore impliqués dans la Seconde Guerre mondiale. Il se passera encore un an pratiquement avant qu'il y ait Pearl Harbor. Et eux, avec Captain America, sur la première couverture, ils osent montrer un super-héros patriotique américain qui casse la figure à Adolf Hitler. Et donc, à l'époque, ça crée à la fois un succès et un tollé, parce qu'il y a une partie de l'opinion qui est déjà prête, qui a un petit peu envie d'aller en découdre avec Hitler, et puis il y a une partie de l'opinion américaine qui, d'un côté, ne veut pas se mêler du tout à la guerre en Europe, et une autre qui est un petit peu d'ascendance européenne, qui dit « Oh bah non, nous on a le grand-père qui était allemand, donc pourquoi on se moque de l'Allemagne et compagnie ?» Donc c'est un vrai risque. Souvent, d'ailleurs, vous trouverez des gens qui font un contresens, vous allez trouver des analyses, parfois dans des livres, qui vont vous expliquer Captain America, c'est un bouquin de propagande, c'est une bêtise, parce que c'est pas du tout le gouvernement qui leur a demandé de produire ce personnage-là. À plus forte raison, si le gouvernement américain avait voulu produire un personnage de propagande, il n'aurait pas été demandé à un petit éditeur comme ça qui vivotait dans son coin, il aurait été tapé à la porte de l'éditeur de Superman ou de Wonder Woman. Et donc, c'est pas du tout le but, et c'est même gonflé, c'est une sorte de pari sur l'histoire, c'est qu'un an avant que l'Amérique parte en guerre, Captain America est déjà là. Ce qui va aider, participer au succès croissant du personnage. C'est-à-dire qu'un an plus tard, quand les Américains vont se réveiller après la claque de Pearl Harbor, il y a ce personnage qui, depuis un an, leur dit non, il faut y aller, il faut casser du nazi, du méchant japonais ou des menaces liées à la Deuxième Guerre mondiale. Dans la foulée du succès de Captain America, qui donc devient la troisième star de Marvel par ordre d'apparition à l'écran, j'ai envie de dire, mais qui devient aussi la principale vedette en termes de vente et de renommée. Dans la foulée de ce succès-là, arrive un petit genou qui s'appelle Stan Lee, alors son vrai nom s'appelle Stan Lee Beer. Et lui, au début, il n'est que le cousin par alliance du patron. Il est plutôt récupéré un petit peu limite comme un stagiaire ou comme un garçon qui porte le café. Et on lui donne un peu le boulot que les autres ne veulent pas. En particulier, il y a dans les comics de l'époque une nouvelle. À chaque fois, il y a 1 ou 2 pages de texte parce qu'il y a déjà des parents qui gueulent que les enfants qui lisent de la BD lisent forcément quelque chose qui n'est pas de forte qualité, perdent le goût de la lecture puisqu'ils regardent que les images. Enfin, plein de stupidités que vous pouvez imaginer. Et donc, les éditeurs ont pris l'habitude de toujours glisser 1 ou 2 nouvelles à l'intérieur des romans, des BD. Mais bien entendu, les gamins, eux, n'en ont rien à faire de ces nouvelles-là. Donc, pour rester dans le sujet, à chaque fois, elles expliquent ce qui se passe en couverture. Et Stan Lee apparaît comme auteur des Captain America Comics numéro 3, en racontant un récit comme ça dans le texte, et puis accidentellement, parce qu'il y a une autre revue où il y a une sorte de pot pourri où il y a tous les héros principaux de Marvel qui sont réunis sur la couverture, il va créer la même année un groupe qui s'appelle le All Winner. Le All Winner, c'est le All-Star des héros de Marvel, donc c'est un peu l'image qu'on voit là, et Stan Lee a pour tâche, dans ces espèces de romans de 2 pages, d'expliquer comment les principaux héros Marvel se sont rencontrés et comment ils arrivent à faire équipe pour lutter contre le mal. Donc il n'est pas totalement idiot de présenter le All Winner, qui va réapparaître après sous forme de BD sous des noms différents. La plupart des fans de comics les connaissent aujourd'hui sous le nom des Invaders, mais le All Winner, c'est pas non plus totalement idiot d'y voir un lointain prototype des Avengers et des équipes de ce genre-là. Si on peut changer. Alors, donc, tout à l'heure, je vous parlais de la politique de Marvel qui est de mettre plein de titres comme ça sur le marché, et avec le succès de Captain America, ça ne va pas s'arrêter. Au contraire, ça va même se multiplier. On a, je crois qu'il y a pratiquement une centaine de héros Marvel publiés à cette époque-là qui apparaissent 3-4 fois puis qu'on oublie.
Des dépôts de marque d'ailleurs qui montrent que des personnages qui sont restés mineurs au regard de l'histoire des comics avaient été déposés de manière à devenir célèbres ou à ce qu'on publie des revues entières à ce nom-là. Par exemple, Angel, c'est un personnage très secondaire de Marvel Comics, mais Marvel avait visiblement des vues sur ce personnage-là. On retrouve la marque Marvel Boy déposée très, très tôt, alors qu'il y a toujours eu, il y a peut-être eu 3-4 versions de ce personnage dans les années 40 qui sont totalement méconnues en dehors des historiens. Et donc il y a plein de choses comme ça sans lendemain. Là, la résolution de l'écran ne vous permet pas de le voir, mais ça c'est une pub qui a été publiée dans les comics de l'époque en couleur. Et cette pub-là contient une demi-douzaine de noms de super-héros annoncés pour le mois prochain, le mois suivant dans les revues Marvel, qui ne sont jamais apparus ailleurs que dans cette pub-là. C'est-à-dire que The Star, c'est sans doute un héros patriotique, j'imagine, ou alors c'est un extraterrestre, on ne sait pas. Il n'a été mentionné que dans cette pub-là. Il y a un héros aquatique là-dedans qui s'appelle le USA Marine, donc c'est sans doute une sorte de cousin de submarine de Namor, mais voilà, c'est resté sans suite. Là, vous avez une autre pub d'un personnage qui s'appelle le Black Marvel, qui a été finalement publié par Marvel, sous une forme complètement différente. Ce personnage-là, visiblement, ils avaient des grandes aspirations sur lui. En plus, si je commence à vous raconter son histoire, ça va vous sembler intéressant. Le Black Marvel, c'est un héros qui vit qui vit au sein de sa tribu et qui doit remporter des étapes parce qu'il y a un Black Marvel par génération pour protéger sa tribu. Et donc il remplit des étapes et il finit par devenir le Black Marvel. Alors c'est une tribu amérindienne. Mais si vous transposez la réserve indienne dans un autre continent, vous avez Black Panther avant l'heure, et il y a eu quelques épisodes, je crois, vraiment minimes du Black Marvel, mais on voit bien qu'ils étaient à 2 doigts en plus de vraiment le booster à l'époque, et ils n'ont pas poursuivi ça. Une des choses qui ont fait que l'organisation de Marvel soit sans suite, c'est qu'après le succès de Captain America, Simon et Kirby, qui étaient les éditeurs, à la fois l'éditeur en chef de manière scénaristique et puis un petit peu le directeur artistique de la société, vont se prendre le chou, pour le dire poliment, avec Martin Goodman autour des intérêts de Captain America, parce qu'ils sont pas fous, ils voient bien que le personnage commence à apparaître partout sur toutes les couvertures, qui fait vendre, et eux ne sont payés qu'un prix modique à la page, donc ils demandent une augmentation qu'ils n'auront jamais. Ce qui fait que pour continuer de nourrir leur famille, Simon et Kirby sont obligés de louer une chambre de motel les soirs après le boulot pour continuer de bosser pour d'autres sociétés concurrentes. Et Martin Goodman, qui soupçonne, c'est Joe Simon qui l'explique dans ses mémoires, Martin Goodman soupçonne qu'il se passe quelque chose de cet ordre-là. Donc un jour, il demande au jeune Stan Lee de les suivre. Stan Lee remonte la piste jusqu'à l'hôtel, les surprend. Encore heureux, d'une certaine manière, c'était vraiment pour du travail. Et donc, Simon et Kirby lui font promettre de rien dire. Bon, il se trouve que Stanley, c'est quand même le cousin du patron. Donc, rentré au bureau, il est bien obligé de dire à son cousin qu'il se passe quelque chose dans son dos. Suivant les uns, Simon et Kirby claquent la porte furieux. Suivant les autres, c'est Martin Goodman qui les licencie. Mais enfin bon, du jour au lendemain, Marvel, Timely, perd son directeur artistique et son éditeur en chef. Et comme Martin Goodman, vous l'aurez compris, n'est pas forcément très généreux en termes de salaire et de payer, il ne s'agit pas de rajouter de l'argent, des choses comme ça. Donc on dit simplement aux petits jeunes qui restent et qui a suivi pendant quelques mois comment on faisait les comics, on dit à Stanley, t'as qu'à le faire. Et c'est lui qui devient l'éditeur en chef, le premier éditeur en chef officiel de Marvel, mais par contre, ça sera un règne assez court, puisque la Seconde Guerre mondiale étant là, il va faire partie des gens qui seront appelés sous les drapeaux. Alors, il ne partira pas au front, il restera aux États-Unis, mais il sera quand même dans l'armée, et il sera obligé assez vite, au bout de quelques mois, de lâcher le boulot pour des gens qui vont le remplacer pendant quelques années. Ce qui explique aussi que Marvel, malgré le succès de Captain America, ne va pas forcément se stabiliser. Et le succès de Captain America déclenche aussi ce tout premier film de Marvel en 1944, qui est un serial, c'est un film en épisodes qu'on va voir à intervalles réguliers, des chapitres qu'on va retrouver au cinéma, qui n'est pas l'objet d'une licence. C'est-à-dire que Martin Goodman est tellement convaincu que le succès du film va faire monter les ventes qu'il cède gratuitement les droits de Captain America au studio.
en leur disant je vais m'y retrouver au bout du compte. Vous imaginez aujourd'hui si on faisait pareil avec les super-héros qui sont au cinéma. Il se trouve que Captain America The Serial, c'est un très mauvais serial. D'abord, en plus, si on regarde ça du côté du puriste de comics, c'est un truc qui se passe, donc, qui a été diffusé en 1944, donc on ne savait pas trop ce qui allait se passer à l'échéance de quelques mois derrière. Donc ils ont imaginé que ça se passait après la guerre, et que comme ils ne voulaient pas prendre un petit peu de pari sur ce qui allait se passer, donc il reste très flou, et ils inventent un tout nouveau personnage. C'est-à-dire que ce n'est pas Steve Rogers, le personnage qui est d'habitude est Captain America dans les comics. Ils ont inventé un personnage qui est procureur, et qui donc devient Captain America pour attraper les criminels qu'il n'a pas su piéger en procès et des choses comme ça. Donc c'est un jeune district attorney qui voilà, et qui n'a pas de bouclier. Alors que Captain America, on le reconnaît d'habitude en général grâce à son bouclier rond. Bah non, Captain America au cinéma, il n'a pas un bouclier, il a un revolver. C'est quand même beaucoup plus punchy. Ça va être un des pires échecs des serials des années 40. Et la société d'ailleurs qui s'appelle République, qui produit ce serial, va d'ailleurs arrêter derrière. C'est-à-dire que c'est bon, on arrête les frais, on rentre et on ne fait plus du tout de serial après ça, parce que voilà, c'est ce qui marque aussi une sorte de déclin à partir de ce moment-là. Marvel a eu sa chance pour passer au cinéma et ça a été un échec. Donc on arrive maintenant graduellement dans les années 50, en fin des années 40, et Marvel, donc vous aurez compris que je parle toujours de Marvel pour un petit peu uniformiser le propos, mais cette nébuleuse de maisons d'édition fantôme va se réorienter et va utiliser à partir des années 50 un titre générique qui sera plus Marvel, qui sera plus Timely, mais qui sera Atlas Comics. Et Atlas Comics va essayer de réinventer le genre. On se rend compte que les séries de BD de super-héros arrivent à se casser la figure. Il faut aller chercher un nouveau public. Donc on a des genres assez particuliers. Là, vous avez le Black Knight, le Chevalier Noir, qui est une sorte de, comme son nom l'indique, c'est du récit arthurien. C'est vraiment des films inspirés des films de Hollywood de l'époque. On a la Griffe Jaune. Alors, la Griffe Jaune, c'est le pur reflet de l'ambiance anti-asiatique qui règne à l'époque. C'est vraiment un cousin du docteur Fu Manchu, si on peut enchaîner avec la vue suivante. Et puis arrivent des petites vagues comme ça où on se dit mais si on pouvait réinventer la poudre. Alors du coup, on se dit ben voilà, les super-héros vendent de moins en moins, on va féminiser, on va aller chercher des lectrices, ce qui est une bêtise parce qu'en fait les études qui ont été faites après coup montrent qu'il y avait déjà beaucoup de lectrices qui étaient dans les comics, mais les éditeurs n'en avaient pas forcément très conscience, donc ils se sont dit on va faire, au lieu de faire des super-héros, on va faire de la super-héroïne, comme ça on aura le public qu'on a déjà en place et puis on aura des lectrices qui vont venir. Donc on va trouver par exemple Miss America, alors qui n'a que le nom en commun avec Captain America, Sun Girl qui est une sorte d'amie de Human Torch, qui n'a pas du tout les mêmes pouvoirs, un vrai personnage original qui s'appelle The Blonde Phantom, et enfin la cousine de Namor, qui forcément a le même prénom avec un A à la fin, ça fait plus féminin. Et ce sont des personnages qui vont avoir des carrières très brèves. Je crois que les deux plus longues, ça va être Blonde Phantom et Sun Girl, qui vont durer une douzaine d'épisodes un peu dispersés dans les revues. On a aussi des titres de jungle. Alors vous remarquerez aussi que les titres de jungle, c'est une manière de continuer aussi la féminisation, parce que il se trouve que là, on n'en est plus au Khazar musclé que je vous montrais tout à l'heure. La plupart des personnages de la jungle de Marvel dans les années 50, ce sont des héroïnes telles que Jane of the Jungle et puis Lorna. Donc c'est plutôt du bikini fourrure, ce qui est très pratique, très saillant les soirs. Vous avez Lozar, alors qui est jamais que Khazar rebaptisé, mais on a sans doute dû se dire que c'était une manière d'éviter un procès avec le type qui avait écrit le premier roman. Et puis vous avez aussi un personnage que je vous conseille de mémoriser, c'est-à-dire que la prochaine fois vous croiserez quelqu'un qui vous dira que Black Panther c'est le premier personnage noir de Marvel. On a Waku, Prince des Bantous, qui a été publié dans un magazine qui s'appelait Jungle Tales et qui avait ses propres aventures. C'est-à-dire que c'est un guerrier noir qui n'est pas le sidekick de quelqu'un, qui n'est pas le faire-valoir de quelqu'un, qui a ses propres aventures et qui n'est pas minimisé par rapport à ça. Alors,
On remarquera aussi que forcément le personnage noir indépendant, il est sur un autre continent, il n'est pas en Amérique, parce qu'on ne va pas commencer dans les années 50 à imaginer des choses comme ça. Mais globalement, il se passe des choses intéressantes dans ces revues de jungle. Par exemple, si vous êtes fan de la continuité Marvel, il faut savoir que cette continuité, elle apparaît dans ces magazines-là. Ils étaient pour la plupart édités par un responsable éditorial à part, qui était différent de Stan Lee, qui s'appelait Don Rico. Don Rico, c'est le type qui va créer des années plus tard la Veuve Noire, ou la Black Widow, si vous préférez. Et donc, lui, dans ces romans-là, dans ces comics-là, il ne s'embête pas. Il invente des histoires qui se passent tout au même endroit. C'est-à-dire que le marécage où il y a de l'uranium caché, où les méchants espions communistes essayent d'embêter Lozar, c'est le même marécage où vit Jungle. Et c'est aussi le même marécage qu'on voit des fois dans les aventures de Lorna. Ce qui fait que c'est le même serpent. Parce que c'est un peu comme le livre de la jungle, là. Ils ont des noms, le serpent a un nom, comme ça il reconnaît le gorille qui est copain avec l'ours, et le dinosaure, parce qu'il y a des dinosaures aussi. Et en fait, c'est le même endroit, tout se passe un peu dans le même quartier et les aventures sont cohérentes. Don Rico est adepte d'une continuité. La continuité avec des références de titre à titre vraiment denses. On avait eu ça un petit peu avant chez Marvel avec des personnages qui se croisaient. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ancêtre des Avengers qui était le All Winner. Il y a eu aussi des combats entre Namor et Human Torch. Mais la vraie continuité qui est de dire ça se passe dans tel endroit et d'un épisode à l'autre on le retrouve et la bestiole c'est la même et elle est affectée par ce qui s'est passé avant, elle apparaît dans ces revues de jungle des années 50. Et puis, à un moment, il se trouve qu'en 53, le serial de Captain America a tellement mal marché, 10 ans plus tôt, qu'on se dit, il a tellement mal marché, personne ne l'a vu, ressortons-le au cinéma. Ce qui est une idée de génie, hein, bravo la médaille à celui qui l'a eu. Et donc Marvel se dit, on va essayer de profiter du succès de ce truc-là. On va ramener nos personnages. Et puis en plus il y a une vague tentative de dire, si Captain America marche bien, on fera aussi un film sur Submariner, sur le Prince des mers, ce qui aurait été phénoménal à l'époque. Et donc on se dit, on va relancer nos héros. Alors allons-y gaiement. Sont dépoussiérés. On découvre que Human Torch avait été tombé en panne, il se réactive, il était enterré au fond d'un désert. Captain America était devenu instituteur, donc il se dit non, les communistes sont là, il faut repartir un petit peu au charbon. D'ailleurs, on retrouve les anciens nazis des années 40, c'est-à-dire Crâne Rouge, dans les années 50, il est devenu, comme par magie, communiste. Tout ce qui mousse pour que... Voilà, quoi. Et on a aussi... des personnages originaux tels que Marvel Boy, donc enfin la matérialisation de cette marque qui traînait avant, ou Vénus, qui est, vous l'aurez compris, la déesse de l'amour, mais qui lutte un petit peu contre des gangsters ou contre des menaces, des fantômes, ça dépend des épisodes et de ce qu'a mangé le scénariste, je pense. Le serial en 44, il n'a pas marché. En 53, 10 ans plus tard, 9 ans plus tard, c'est pas ce qui va marcher non plus. Donc la résurrection des héros Marvel va faire pchit, et en moins d'un an, on va retourner dans les limbes. Il y a... attendez, parce que... Voilà. Il y a aussi un autre chantier qui consiste dans les héros de l'Ouest. C'est-à-dire que le western étant très populaire au cinéma à cette époque-là, logiquement, dans la suite de la philosophie qu'a animé Marvel depuis les débuts, Martin Goodman et ses équipes se disent on va faire du western en BD. Et donc, c'est assez rigolo d'ailleurs parce que là-dedans, vous trouvez là aussi des prototypes de Marvel. Dans ces aventures de cow-boy et de choses comme ça, vous trouvez par exemple à un moment un personnage qui s'appelle Hulk et qui est un gros cow-boy baraqué et bien balourd. Vous retrouvez, tout à l'heure vous avez vu une couverture d'un personnage qui s'appelle le Red Raven, donc qui est resté sans suite, mais vous retrouvez un cow-boy qui s'est fabriqué, qui a volé un sorcier indien, un costume magique qui permet de voler, et qui devient Red Raven. Enfin, on a une espèce de transposition. C'est-à-dire que ces gens qui écrivent des scénarios, qui ont commencé à écrire des scénarios de super-héros, quand ils arrivent dans les années 50 pour faire du western, ils l'écrivent de la même manière. Et on retrouve un petit peu des aspects de chaînon manquant. Pour la petite histoire, ce Black Rider-là, c'est la première apparition de Stan Lee dans un comic book parce que c'est lui qui pose sur la photo.
Il s'était sans doute dit que ça valait pas le coup d'aller se prendre un mannequin. Donc le cow-boy masqué que vous voyez sur la couverture, c'est Stan Lee. Là, on ne voit pas trop, mais par exemple, sur cette couverture-là, vous avez un totem vivant, un monstre totem. Ça montre bien que déjà, on a des espèces d'histoires un peu cosmiques chez ce Atlas Comics qui précède Marvel. En 1947 déjà, Stan Lee, donc qui est un nobody à l'époque, hein, parce que faut pas vous imaginer que Marvel est un candidat, un concurrent crédible pour DC Comics. Hein. C'est vraiment une petite écurie dans son coin, en dehors de Captain America qui a fait des étincelles à un moment. Il ne s'agit pas de penser que ça peut vraiment concurrencer DC et donc les aventures de Superman ou Batman. Stan Lee a quand même le toupet de sortir en 1947, alors qu'il n'est pas très connu, ce secret derrière les comics. C'est un manuel pour expliquer comment on fabrique les comics chez Marvel et comment il faut faire d'ailleurs. Et vous pouvez, apparemment il l'a refait après, je suis retombé sur des lettres, vous pouvez, si vous avez $1, envoyer à Stan Lee vos scripts et il vous dira ce que ça vaut. Il y a des gens que ça enchante. Et donc, en fait, c'est l'idée. Le bouquin vaut $1 de l'époque. Et à l'intérieur, il y a une page qui vous explique que si vous écrivez, vous envoyez vos planches ou vos scénars à Stan Lee, lui, avec $1, il vous répondra en vous expliquant, en vous donnant des conseils. Pour la petite histoire, 25 ans plus tard, il y avait quelqu'un qui avait retrouvé la pub et qui lui a envoyé le truc. Et Stan Lee, la lettre traîne encore. Stan Lee avait envoyé vraiment un truc de 3 lignes en disant « Oui, mais il y a eu l'inflation. Il y a 25 ans, je t'aurais vraiment envoyé un avis vraiment détaillé. Là, il faudrait $2 et comme tu m'as envoyé qu'1, je t'envoie 3 lignes. Ce qui est bien entendu une manière d'ironiser là-dessus. Et il précise dans la lettre que « mais tu vois, je tiens toujours mes promesses ». Là-dedans, dans ce passage de Secret Behind the Comics, c'est intéressant parce que c'est là-dessus qu'on vous explique la création de Captain America. Or, comme Joe Simon et Jack Kirby ne font plus partie de la société et qu'on ne peut pas vous dire « Ah ben tiens, on a créé Captain America avec des gens qu'on a virés ou qui ont claqué la porte », là-dedans, dans cette version de l'histoire, c'est Martin Goodman qui fait « Je vais créer il me faudrait tel personnage, voilà, j'ai l'idée et je vais demander aux meilleurs auteurs du marché, mais on ne donne pas les noms, de les faire selon mes ordres ». Ce qui permet juridiquement d'expliquer que l'idée vient de l'éditeur, ce qui n'est pas tout à fait le cas en vrai. Et on en arrive finalement au Marvel Age, c'est-à-dire la vraie constitution de... Je regarde un petit peu l'heure pour pas sourire trop loin. La vraie constitution des années 60, avec cette explosion qui va venir a priori d'un détail, c'est-à-dire que Martin Goodman un jour va jouer au golf avec quelqu'un qui s'occupe des ventes de DC Comics, et ce type-là lui parle des ventes ahurissantes de la Justice League. Et jusque-là, Goodman n'en faisait pas une affaire personnelle, il avait même pensé fermer Marvel 1 ou 2 fois dans les années 50. Et là, il rentre au bureau en disant « Écoutez, je suis passé un petit peu pour un plouc, démerdez-vous, mettez-moi des super-héros dans les revues et vous arrangez-vous pour me faire un truc qui tient la route autant que la Justice League ou Superman ou tout ce que vous voulez de la concurrence ». Il se trouve que Jack Kirby, à l'époque, ne trouvant plus de travail ailleurs, est revenu travailler chez Marvel. Et l'équipe qui va être formée par Stan Lee et Jack Kirby va commencer donc à produire des choses. En commençant là aussi par des prologues. On est plutôt dans le registre d'histoire de monstres. Vous pouvez voir par exemple qu'il y a des monstres enflammés qui évoquent un petit peu la torche humaine. Vous pouvez voir que là c'est carrément la première apparition de Groot. Le même Groot que vous allez retrouver dans Les Gardiens de la Galaxie des années plus tard. Et puis le vrai premier super-héros qu'il crée, c'est pas les 4 Fantastiques, mais c'est un personnage qui s'appelle le Dr Doom, qui va faire un bid absolu. C'est-à-dire qu'au bout de 6 numéros, on va arrêter parce que les ventes ne vont pas suivre. Mais le Dr Doom va revenir redessiner quelques mois plus tard par Steve Ditko et sous un nouveau titre. Et on va l'appeler Doctor Strange. Et sous ce titre-là, ça va beaucoup mieux marcher. Ce qui va vraiment relancer, c'est les 4 Fantastiques. Bien entendu, Spider-Man. Encore que Spider-Man, au tout début, les ventes sont un petit peu intermédiaires. Ça permet d'enclencher une série régulière sur les aventures de l'homme araignée. Mais le style de Steve Ditko, il est un petit peu rétrograde par rapport à ce que
prenons ce que proposent les comics de la concurrence à l'époque. Il y a des choses beaucoup plus dynamiques en face, et au début, il va falloir un petit peu que le public s'acclimate à ça. On a aussi des exemples, voilà quoi, c'est-à-dire que les 4 Fantastiques fonctionnent, Spider-Man vivote au début, Hulk, c'est à nouveau un échec. C'est d'ailleurs le vrai premier échec reconnu de l'univers Marvel, c'est qu'au bout de 6 numéros, on arrête, parce que là aussi, les ventes sont pas là, et il va falloir attendre une seconde chance pour que la créature revienne, et qu'elle soit enfin commercialisée, qu'elle trouve son public, comme on dit, avec succès. Il y a aussi une notion d'accident qui existe chez Marvel. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous venez de voir sur la vue précédente, un Hulk gris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier épisode, Hulk est vraiment gris. Simplement, ils sont partis chez l'imprimeur, le premier numéro a été imprimé, ils se sont rendus compte que la trame du gris, avec les presses de l'époque, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que le monstre était tout pâle dans certaines pages, et pratiquement sombre dans d'autres, ça ne collait pas. Et donc, dès le numéro 2, il a fallu réinventer une couleur en urgence au monstre, et il est devenu vert par accident, parce que, voilà quoi, on avait quelques minutes pour rétablir le tir. On a un personnage que vous connaissez tous qui s'appelle Daredevil, qui sous son premier costume est lui aussi un petit peu différent. Daredevil, à l'origine, il devait paraître fin 1963. Or, il se trouve que la revue est dessinée par un dessinateur qui s'appelle Bill Everett, qui est le créateur de Namor, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Bill Everett, à cette époque-là, le pauvre, il a il a des problèmes de santé assez prononcés, il a un problème de boisson. La revue, en fin 63, Daredevil, elle va pas se passer comme ça, elle va être en retard. Sauf que, pour des raisons commerciales, vous devez tenir les délais. Vous avez prévenu vos vendeurs que vous allez sortir une revue. Il faut que vous ayez une revue à commercialiser, sinon vous loupez des ventes. Donc, dans la catastrophe, Stan Lee et Jack Kirby vont inventer un titre de remplacement. Qu'est-ce qu'il y a le plus rapide? On ne va pas réinventer un nouveau concept, on ne sait pas quoi faire. On n'a qu'à réunir des personnages qui existent déjà. Et parce que Daredevil est en retard, alors on crée les Avengers. Si Daredevil avait été à l'heure, peut-être que l'Avenger n'existerait pas, ou alors il serait fait des mois plus tard, et peut-être d'ailleurs que Daredevil aurait directement fait partie des Avengers à cause de ça. Bon, à cause de ce déséquilibre, il se passe des choses. Vous avez la première couverture de Avengers, vous pouvez voir que Iron Man, à l'origine, avait une armure complètement dorée. Enfin, c'est la deuxième d'ailleurs. Au début, elle était grise, comme celle de Hulk. Donc elle a changé de couleur, sans doute pour les mêmes raisons d'impression. Or, vous connaissez à peu près le registre de couleurs de Iron Man, dire une sorte de buste rouge, les membres dorés, des grands rouges, et accidentellement, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils viennent de faire le même costume que Daredevil, si ce n'est que Daredevil, c'est du tissu, mais c'est la même disposition des couleurs. Donc, il va falloir, dans l'urgence, au numéro 7, corriger le costume de Daredevil, et on va donc lui créer un nouveau costume rouge, par conséquent, à cause de l'armure de Iron Man. Ça vous montre un petit peu le côté complètement empirique de la chose, comment plein de personnages, plein de figures connues de Marvel ont été créées dans une prise d'édition de quelques minutes parce qu'on a l'imprimeur au téléphone ou parce qu'on a un dessinateur qui est malade et qui ne peut pas assurer. La suivante. On a aussi un discours social. C'est-à-dire que ça, c'est autant on peut discuter des mérites de Stan Lee, qui a souvent n'a été au mieux que le co-scénariste, parce que ses dessinateurs produisaient une bonne partie de l'histoire, autant il y a une vraie volonté sociale chez Marvel qui ne se retrouve pas chez les éditeurs de l'époque. Il faut comprendre que chez DC Comics, à la même époque, par exemple, il y avait des aventures où des scénaristes et des dessinateurs mettaient des héros noirs, ou des personnages secondaires noirs, et les éditeurs disaient non, et repassaient, enfin c'est presque ridicule, mais repasser à coups de blanco les personnages noirs pour que le lecteur ne se rende pas compte de ce qui était prévu au départ. Les personnages noirs étaient proprement blanchis par les éditeurs de DC Comics. Ce qui n'était pas le cas chez Marvel. On va avoir assez rapidement de Black Panther, et puis on va aussi avoir des personnages qui dénoncent le racisme et le fascisme. On a par exemple, vous connaissez tous Hydra, alors ça c'est la version comics. C'est pas un personnage qui a 8 bras, hein, c'est qu'ils sont tous derrière en train de faire une espèce de côté pom-pom girl du fascisme. Et il y a plein de personnages, plein de menaces comme ça chez Marvel, et on peut s'imaginer que les auteurs de Marvel
créer chaque mois des nouveaux comploteurs, des espèces de variations, un Hydra violet, un Hydra rouge ou jaune. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est par exemple, certains d'entre vous connaissent peut-être l'Empire secret. Ça a fait l'objet d'un crossover il n'y a pas longtemps chez Marvel, édité chez Panini. L'Empire secret, c'est des comploteurs cagoulés dans les trucs de Marvel. Mais en fait, l'un des surnoms et le nom d'une branche active du Ku Klux Klan, c'est l'Empire invisible. Donc Hydra, c'est une manière de dénoncer le fascisme, un peu la survivance du nazisme. L'Empire secret, c'est une manière de dénoncer le Ku Klux Klan. Si vous regardez un autre groupe de terroristes qui s'appelle l'AIM, qui ont toutes des combinaisons jaunes, ce sont des scientifiques qui mettent en commun leurs ressources et qui perdent complètement leur identité. C'est une forme totalitaire, on va dire une forme fantasmée du communisme. Il y a pratiquement chaque variante d'Hydra correspond à quelque chose, à un vrai courant politique fasciste. À côté de ça, on a des vrais éditos de Stan Lee qui vont remettre les choses, les points sur les i. C'est-à-dire que quand il y aura des lecteurs, et il va y en avoir qui vont écrire pour se plaindre de choses en disant quoi, comment, c'est pas l'Amérique telle que je l'imagine, Stan Lee va dire non. Il va le dire plus ou moins il va le dire plus poliment, mais pour résumer, il va dire vos gueules. Il va dire non, on existe dans un pays qui est divers. Il va pas hésiter à le mettre dans ses revues. Il faut savoir que dans les années 40, Marvel avait reçu des menaces de mort et des faux colis piégés parce qu'ils osaient publier Captain America, alors que, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient pour l'Allemagne aux États-Unis aussi. Et dans les années 60, ils vont recevoir à nouveau des menaces de mort, des choses comme ça, parce que des gens se sont reconnus dans le portrait qu'on fait d'Hydra. Donc ça vous explique aussi que c'est pas simple de publier ces fascicules à cette époque-là. Il y a la dernière derrière. Voilà. Et enfin, ce qui va matérialiser, vraiment donner naissance au... Pardon ? C'est en 65-66, enfin les héros Marvel vont apparaître sur le petit écran via un dessin animé qui s'appelle Marvel Super Hero War, je crois, et qui fait partie des pires exemples d'animation de l'histoire de la télévision, parce qu'il s'agit de découper les comics et de les animer devant la caméra comme ça. Donc ça va donner des choses affreuses, mais c'est la première fois où les comics Marvel arrivent à l'écran. Et ça va tout changer pour Marvel, d'abord parce que c'est le début de choses, c'est-à-dire qu'assez rapidement, quelques mois plus tard, on aura un dessin animé Spider-Man que vous connaissez sans doute beaucoup plus facilement, à partir de 67, qui est apparu 10 ans plus tard chez nous en France, avec la fameuse chanson de l'araignée. C'est la mise en place d'un Marvel grand public. Et surtout, ça va changer des choses parce que Stan Lee, qui a un peu changé mais qui est là, lui, il a la bonne idée de dire au producteur de ce méchant dessin animé, enfin pas très joli, de dire ah, moi je vous écrirai bien des scénarios, mais pour bosser sur un scénario, vous comprenez, je perds du temps à rentrer chez moi tous les soirs, il faudrait plutôt que vous me trouviez un logement au centre de New York, un truc un peu cossu où je puisse mettre ma femme et ma fille. Et donc, le producteur trouve pendant tout le temps de la production du dessin animé, paye les frais de loyer de Stan Lee dans ce nouvel appartement. C'est ça qui va donner la puce à l'oreille d'ailleurs aux dessinateurs, parce que jusque-là, ils se faisaient relativement exploiter, et d'un seul coup, ils voient en plus leurs dessins découpés, animés à l'écran, et Stan Lee qui est payé richement avec un nouvel appart à New York, et eux, clairement, qui n'ont pas ça. D'ailleurs, il y a même des exemples où, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers d'une saga du dormeur dans Captain America. Apparemment, quand on regarde dans les dates, on se rend compte que ça a d'abord été diffusé sur le petit écran, et que le comic book est apparu en fait quelques semaines plus tard, parce qu'il s'était déjà servi des planches originales pour faire des épisodes. Donc ça va changer complètement les relations, ça va pourrir, pour le dire simplement, les relations avec les dessinateurs de Stan Lee, qui vont comprendre qu'il y a de l'argent qui se fait sur leur dos, mais qu'ils ne voient pas le truc. Il y aura des gens qui vont claquer la porte pour ces raisons et pour d'autres raisons, en particulier Steve Ditko, qui est le co-créateur de Spider-Man et qui est aussi le co-créateur, enfin en fait dans les faits qui est vraiment pratiquement le créateur de Doctor Strange. Steve Ditko va claquer la porte parce qu'il n'en peut plus de ce Barnum qui sait vendre les séries. Jack Kirby un peu plus tard va aussi claquer la porte, et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, on a un Marvel qui existe de manière multimédia,
à la télé, dans tout ce que les nouveaux médias qui vont apparaître par la suite. C'est-à-dire que cette décision-là, c'est aussi ce qui prépare un petit peu les films qui sont très différents, j'en conviens, du dessin que vous voyez là. Mais c'est là-dessus, à ce moment-là, que Marvel devient mainstream. C'est aussi à partir de ce moment-là que Marvel commence à se brouiller avec certains de ses créateurs historiques. Et je crois qu'on va arrêter là parce qu'après, sinon, ils vont couper les lumières. Donc, si vous avez des questions, ben, je suis là. Voilà. Je ne sais pas si on a vraiment le temps de poser les questions au micro. On a dépassé de 10 minutes, mais je suis là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me trouver. Voilà.